L'échiquier international, soyez les bienvenus. Les États-Unis si prêts à anéantir l'Iran. Et puis finalement, non. Les Américains et les sionistes avaient pourtant paré leurs avions de guerre, ravitaillés en carburant, sans parler de chargement de missiles. L'ensemble du réseau militaire iranien était menacé d'une destruction totale et comme un scénario hollywoodien, à quelques secondes, Trump suspend l'agression. Qu'est-ce qui s'est donc passé? L'Arabie Saoudite aurait joué un rôle décisif dans cette annulation. Le prince héritier Mohammed Ben Salman aurait mis en garde le président américain contre les conséquences d'une telle opération, estimant qu'elle pourrait déclencher des représailles iraniennes contre les infrastructures pétrolières et gazières du royaume ainsi que d'autres États du Golfe. Est-ce que c'est une mise en garde saoudienne ou seulement une menace? Car dès le départ, cette guerre, les pays du Golfe ne la voyaient pas d'un très bon œil. En gros, Trump qui déclenche des guerres dans cette zone et que la facture doit être réglée par ces monarchies soulève des critiques de plus en plus assumées de leurs représentants. En attendant, le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les négociations avec l'Iran débuteraient aujourd'hui même. On en parle, à tout de suite. Iran-États-Unis, une guerre qui se prolonge avec des acteurs régionaux de plus en plus présents et qui le font savoir surtout. On va faire le tour de toutes ces questions avec un habitué de notre plateau, la personne de Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Analyse des questions internationales et enseignant, toujours un plaisir d'échanger avec vous, Manuel. Alors, Trump décide finalement de ne pas lancer une attaque contre l'Iran et annonce que dès cet après-midi, il y aura le retour des négociations. On a l'impression d'un sentiment de déjà-vu, Manuel. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciennes séquences ? En fait, c'est du déjà-vu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le président Trump, en fait, s'épuise. Il s'épuise parce qu'il n'écoute pas ses conseillers dans un premier temps. Il s'épuise aussi parce qu'il s'aperçoit aussi que dans un second temps, on va dire, son discours des présidentielles ne tient pas. Il avait dit qu'il réglerait ce conflit rapidement et finalement, ce n'est pas le cas. Et en même temps, le président Trump, si vous voulez, il va se confronter à un petit peu, tout comme nous les analystes, à cette réversibilité régionale qui est permanente. Mais ce qui est intéressant de noter ce soir, et une nouvelle avancée dans ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons enfin les acteurs régionaux qui vont prendre part à ce dossier. L'erreur des Américains déjà est d'être présents dans la région, comme ils n'ont jamais su la gérer depuis qu'ils y font des immixtions. Je pense principalement aux deux guerres qu'il y a eu en Irak, bien entendu, aussi aux immixtions qu'il y a eu avec cette guerre longue durée du côté afghan, mais vous savez, c'est un petit peu excentré par rapport à la région. Et aujourd'hui, on arrive quasiment, le conflit a commencé en février, nous sommes au mois d'août. J'ai l'impression que le président Trump, un petit peu comme l'émission de télé-réalité à laquelle il a participé, a non seulement épuisé ses conseillers, mais en plus, il se retrouve confronté à une forme d'opposition de son propre camp, les Républicains. Et puis ces derniers temps, je rappelle que le secrétaire d'État, excusez-moi, à la guerre, M. Exet, avait demandé une rallonge budgétaire pour cette guerre que finalement a suscité de nombreux débats, et notamment un débat contradictoire assez, on va dire, fort, avec les élus démocrates qui, cette fois-ci, se retrouvent en piste pour ces fameuses élections de midterm du mois de novembre. Petite incise sous forme de question, pardon. Oui. Je souhaite avoir votre avis. Hier, on a parlé de politique spectacle avec Trump. Dès que ce président américain fait une déclaration aussi saugrenue soit-elle, les médias du monde entier la reprennent, la repassent, l'analysent, la décortiquent. Finalement, les médias, en suivant mot à mot les sorties de Trump, deviennent des relais de communication au lieu de faire simplement de l'information. Cela pourrait prêter à sourire si derrière, il n'y avait pas un chaos, il n'y avait pas aussi son lot de victimes et de destruction. Est-ce que les médias, de manière générale, ne sont pas aussi piégés par ce style trumpien, y compris nous, d'ailleurs, parfois, il faut le dire. Oui, il faut le reconnaître. Après, même nous aussi, en tant que spécialistes et analystes de la région, bon, comme j'aime à le dire régulièrement, c'est que j'ai la chance d'y habiter une bonne partie de l'année. Donc même moi, je me trouve aussi des fois contredit par mes propres analyses et même parfois aussi peut-être certaines contradictions. Mais vous savez, la région est réversible et j'ai envie de vous dire sur un plan, alors hormis le plan médiatique, parce que je rappelle que le président Trump, quand même, l'air de rien aux États-Unis fait vendre énormément de papiers, que ce soit à la presse écrite ou télévisuelle.
ainsi que son réseau social Truth, Truth Social, qui finalement, il faut le savoir, il a augmenté les taux d'adhérer à ce réseau social, ses cotisations. Mais en fait, c'est un personnage, c'est plutôt un mania de la communication, mais j'avais envie de vous dire avec un qualificatif de maladroit. Pourquoi? Parce qu'il se heurte cette fois-ci à plus fort que lui, c'est-à-dire une région qui est plusieurs fois millénaire, qui a ses codes, et dont le président Trump, si vous voulez, ignore ses codes, qui est l'école de la patience. Et d'ailleurs, j'aime à le rappeler régulièrement, il a aussi ce gros défaut, c'est de ne pas se plier au protocole régional, c'est-à-dire d'envoyer, comme il l'a fait lors de son premier mandat, et c'est là que je suis un petit peu surpris de cette erreur fatale, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas son secrétaire d'État, qui est Marco Rubio, dans la région, faire la tournée des capitales et consulter, comme on aime à le dire en diplomatie, ses homologues qui pourraient lui apporter, on va dire, de précieux renseignements et surtout une meilleure analyse et une stratégie. Le problème, j'ai bien l'impression que Donald Trump est entouré des bonnes personnes, on va dire, pour le guider et le conseiller. Le problème du président Trump, malgré ses 80 ans, c'est qu'il n'en fait, excusez-moi, qu'à sa tête, dans la mesure où il veut avoir le dernier mot, parce que c'est la politique MAGA qui, à mon avis, l'aveugle. Et je pense que le Moyen-Orient n'est pas dupe de cette situation. On va en Il sait parler. pertinemment, oui, on sait pertinemment que c'est un personnage médiatique et que on s'interroge à juste titre. Au début, rappelez-vous, on pensait que cette guerre allait être courte. Rappelez, on s'est souvent, on va dire, réjoui de cette situation. Mais là, on arrive à un tournant intéressant et là, on observera, à mon avis, les prochaines semaines ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que vous savez, dans la posture des Américains, on arrive à 6 mois et en fait, on arrive avec ce qu'on appelle les early lessons, donc les premiers enseignements. Et croyez-moi qu'au niveau doctrinal, ça va être très intéressant, aussi bien pour les journalistes que pour les spécialistes de la région, de voir les conclusions que les Américains en tirent en tout cas. En tout cas, le président américain a déclaré hier sur son compte social au sujet de cette annulation de frappe contre l'Iran, précisant que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar avaient demandé aux États-Unis d'annuler les frappes prévues car ils pensent qu'un accord serait en vue. Cela serait les monarchies du Golfe donc, qui auraient incité de faire machine arrière au président américain. Quel crédit donner à cette déclaration, Manuel Pouchelet? Le président Trump, j'ai l'impression qu'il divague. Très honnêtement, je vais être un petit peu sévère sur mon approche cette fois-ci. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans cette affaire importante, c'est que les initiatives du prince héritier, excusez-moi, Mohammed Ben Salman sont très importantes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a toujours étudié dans la région. Il n'a pas fait ses études à l'étranger. Il ne s'est pas confronté comme d'autres dirigeants de la région à l'école occidentale. Donc, si vous voulez, il a un regard nettement plus précis et plus, on va dire, aguerri sur la question. Je rappelle que dans la région, vous avez plusieurs projets qui aujourd'hui sont au point mort. Le premier projet, dans un premier temps, c'est le fameux le projet 2030 que souhaite Sa Majesté le prince héritier Ben Salman, qui pour l'instant risque de priver de manière durable de précieux fonds ce projet ambitieux. Ensuite, vous avez ce projet chinois, cette fois-ci, que sont les nouvelles routes de la soie, qui prévoit, excusez-moi, un développement quand même économique de la région, avec, hormis les ressources naturelles, d'autres enjeux, puisque, je le rappelle, ce sont des territoires qui seraient traversés par ces nouvelles routes de la soie, notamment un des pays négociateurs qui aujourd'hui a repris le lead, c'est-à-dire le Pakistan. Mais vous avez aussi cette partie visible de l'iceberg qui est ce dossier du détroit d'Ormuz, qui est un dossier économique, avec bien entendu les ressources naturelles. Mais pour être plus précis, vous avez d'autres dossiers qui derrière s'entrechoquent. Et ceux-là, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je ne vais pas dire confidentiels, mais un petit peu écartés de la sphère médiatique. Et je pense notamment au dossier libanais. Je pense aussi au dossier du Kurdistan. Je pense aussi au dossier afghan, puisque je rappelle, l'Iran a bien entendu une frontière commune avec l'Afghanistan qui préoccupe beaucoup les Américains. On va rester sur cette puissance qui nous intéresse ce soir, l'Arabie saoudite. Le prince héritier et Premier ministre saoudien, donc Mohammed Ben Salman Al Saoud, s'est entretenu, c'était samedi par téléphone avec le président américain Trump, et a fait part, d'après la presse américaine, aurait fait part de ses inquiétudes et demandé des éclaircissements concernant le plan
d'actions proposées contre l'Iran, c'est-à-dire les bombardements. C'est en tout cas ce qu'a confié un responsable américain aussi d'information Axios. L'Arabie saoudite veut absolument éviter qu'une seule de ses raffineries ne soit touchée. On annonce que le cours du pétrole a chuté de moins 5% après l'annonce des nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. On le disait au début, enfin je le disais au début en guise d'introduction, il y a d'autres paramètres et d'autres acteurs qui sont de plus en plus présents dans cette équation entre tout simplement Washington et Téhéran. Oui, vous avez raison de le dire. C'est une équation qui devient un X inconnu. Mais je le rappelle, il y a une déclaration qu'ont fait les Saoudiens qui n'est pas vraiment passée sur le plan médiatique. Je rappelle qu'ils sont aussi détenteurs de certains fonds américains au niveau de la dette et que c'est pour eux un levier précieux pour éventuellement faire plier Donald Trump, si je puis me permettre. Alors justement, pardonnez-moi, c'est bien que vous, oui, c'est un point que vous soulevez, puisque on dit, certains analystes américains disent que Mohammed Ben Salman Al Saoud est allé jusqu'à menacer ouvertement les États-Unis en cas d'attaque contre l'Iran. Les Saoudiens sont inquiets, par rapport aux cibles que représenterait leur espace énergétique. Alors la forme de cette menace, vous faites bien de le dire, l'Arabie saoudite, je le dis pour les téléspectateurs, détient environ 120 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Ça, c'est des chiffres récents qui sont publiés par le département du Trésor américain. Le Royaume saoudien se classe ainsi parmi les 20 premiers investisseurs étrangers de la dette publique des États-Unis, rien que ça. Donc, l'Arabie saoudite, quelle est la forme de cette menace? Je le disais, pourrait se désinvestir de la dette américaine. On oublie de dire que l'empire du dollar, du pétrodollar, dépend beaucoup des Saoudiens et de la dette américaine. Est-ce que Riyad pourrait faire reculer les États-Unis par rapport à cette dette? En tout cas, c'est une réalité qui s'impose de plus en plus, puisque les intérêts saoudiens et ceux des Américains commencent à s'entrechoquer sérieusement. Alors, ils s'entrechoquent aussi sérieusement sur le plan des ventes d'armes, puisque je le rappelle, le premier consommateur d'armes américaines est l'Arabie saoudite. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et je rappelle que ce marché saoudien, c'est quasiment 10% des emplois du complexe militaro-industriel américain. Et forcément, pour les Américains, ce sont de précieuses devises qui rentrent dans leur coffre. Donc attention, de toute façon, les Américains ont toujours eu des leviers, on va dire, pour faire pression sur ces pétromonarchies du Golfe à qui on reproche souvent une forme d'inertie. Mais en même temps, là, nous assistons, tel que vous venez de nous l'annoncer à juste titre, à une forme de réversibilité régionale, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est peut-être la région qui va imposer son tempo, notamment avec cette menace économique auprès des Américains. Mais il y a un truc, il y a une information, excusez-moi, qui est forcément un petit peu aussi cachée de façon confidentielle. On a aussi énormément de sociétés saoudiennes, y compris des investissements du Royaume dans toutes les économies occidentales, y compris pétrolières. Moi, je peux vous donner des exemples en France où justement ces précieux capitaux permettent à certaines entreprises, on va dire, de subvenir à résister à cette pression économique. Mais attention, vous savez, la patience des Saoudiens, elle se limite aussi à certaines choses. Et maintenant, la question est posée, quels seraient les leviers, cette fois-ci américains, envers cette puissance du Royaume? Parce que, hormis cette puissance économique, j'ajouterais, il y a aussi une autre puissance qui, concernant les Saoudiens ainsi que les Iraniens, c'est aussi une puissance religieuse. Et ça, on a tendance un petit peu à l'écarter, alors que c'est un rôle fondamental dans le rapport et les équilibres des forces dans cette région qu'est le Moyen-Orient. Autre levier décliné par l'Arabie saoudite qui a lancé le 30 juillet dernier le projet de coalition navale destiné justement à sécuriser la mer Rouge, le détroit Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, qui sont 3 axes mondiaux pour le commerce mondial et les exportations d'hydrocarbures. Ce projet intervient après le blocus maritime annoncé le 20 juillet par les Houthis contre les ports saoudiens, mais aussi après les menaces d'imposer un droit de passage aux navires empruntant Bab el-Mandeb. Riyad, on le voit, c'est un autre exemple qui illustre cette puissance saoudienne. Riyad compte bien défendre ses intérêts et le fait savoir en grandeur nature. Alors ils le font, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se retrouvent piégés. Riyad est piégé déjà sur un plan géographique, parce que je le rappelle, elle est victime de tirs directs d'Iran sur ses infrastructures économiques, j'entends par là les raffineries. Ensuite, les Saoudiens se sont engagés dans une guerre, puisque je le rappelle que c'est une puissance régionale. Vous l'avez mentionné avec les Houthis, à tel point que ça divise aussi, bien entendu, encore une fois, un autre acteur
qui s'invite aussi dans l'équation, qu'est l'Union européenne, avec notamment la vente d'obus de 155 mm, d'ailleurs, qui avait été au cœur d'une querelle entre les Allemands, les Français et les Espagnols, puisque ces obus étaient utilisés par l'armée saoudienne contre des infrastructures civiles au Yémen. Donc, si vous voulez, l'Arabie saoudite souhaite, dans un premier temps, assurer la sécurité et sa souveraineté, et ça, forcément, il faut des armes. Ensuite, Donald Trump, la question se pose aussi, est de savoir quel va être aussi le jeu de l'Arabie saoudite, qui n'a jamais vraiment accepté aussi le rôle d'un autre concurrent nettement plus petit, mais tout aussi, on va dire, intrusif et invasif dans la région, qu'est Israël. On essaye de recouper à peu près ce qu'on s'est dit. Alors, on a démontré, je pense, on a essayé en tout cas, qu'on est en face d'une guerre régionale qui relie à savoir l'Iran, le Yémen, l'Arabie saoudite et d'autres aussi pays, d'autres puissances de moindre importance, mais pourtant qui sont bel et bien présentes. Alors, vous l'avez dit, la reprise des hostilités entre l'Arabie saoudite et les forces yéménites Houthis qui a ouvert un nouveau front avec l'affaire autour de l'aéroport de Sanaa, quand on a tenté d'empêcher l'atterrissage d'un appareil iranien. On rappelle la trêve informelle de 2022 de la guerre du Yémen qui risque de disparaître avec une reprise du conflit. C'est une perspective aussi dangereuse pour Riyad, puisque Riyad n'avait pas réussi à l'époque avec une coalition quand même importante de faire plier les Houthis. Ce sont ces petits nids de tension qui risquent d'émerger avec cette séquence iranienne et surtout avec cette visée de Trump, tout simplement. Oui, et j'ai envie de vous dire, il y a même un autre danger pour les pétromonarchies en général du Golfe. C'est que, je le rappelle, le nombre de personnes étrangères travaillant sur leur sol est supérieur au nombre de la population locale. Et ça, les pétromonarchies, si vous voulez, ne l'écartent pas. Donc, vous avez en plus cette menace que je viens à l'instant de vous évoquer qui s'ajoute. Donc, en fait, on se retrouve avec des pétromonarchies particulièrement tendues, avec des pétromonarchies qui adoptent des codes occidentaux qui ne leur conviennent guère. Et en même temps, vous avez, à l'initiative du prince héritier, M. Mohamed Ben Salman, l'envie on va dire, de résoudre ce dossier iranien, puisque, je le rappelle, les solutions de paix, les solutions d'accord appartiennent uniquement aux acteurs de la région. Ce ne sont pas les immixtions occidentales, ni encore moins américaines, qui vont trouver une solution. Cependant, ce que l'on ne comprend pas en Occident ou même dans d'autres pays, c'est que dans ces pays-là, dans cette région particulière, c'est le temps long qui est privilégié. Et d'ailleurs, vos interlocuteurs, lorsque vous êtes invités dans ces pays-là, que ce soit pour y faire des affaires ou de la négociation, ils vont vous faire cette épreuve du temps long qui est un véritable supplice. Et d'ailleurs, tout risque, toute situation, excusez-moi, d'agacement vous fait perdre la négociation et forcément vous écarte. Et je pense que c'est ce qu'ont compris les Iraniens dans cette affaire, et c'est peut-être le nouveau jeu des Saoudiens qui trouvent cette puissance américaine beaucoup trop omniprésente qui promet et qui finalement défait. Et aujourd'hui, l'erreur, et j'insiste bien sur ce dossier iranien, c'est cette mobilisation de nombreux acteurs, y compris régionaux, qui d'ailleurs, je vous ferai remarquer, ne se sont toujours pas, encore une fois, récemment réunis. Alors que ce soit avec la Ligue arabe ou d'autres organisations internationales, les pays du Golfe, ce qu'on appelle les pays GCC countries, où pour l'instant, nous n'avons toujours pas de rencontre. Alors, je pense que cette affaire américaine va, je l'espère, précipiter ces pétromonarchies du Golfe ainsi que l'Arabie saoudite à enfin se concerter et s'entendre, parce que vous savez, vous avez aussi des profondes divisions au sein de ces pays-là. Mais ça, ils ne vous le diront jamais en direct. Mais l'objectif, et je pense à très court terme, et on ne vous le dira pas non plus sous cette forme-là, ce serait de chasser la présence occidentale et plus particulièrement américaine de la région, où l'on sait pertinemment que les invectives et le discours agressif de Donald Trump ne passent plus. Et le fait de voir le Mohamed Ben Salman tenter un ralliement est peut-être le début d'enfin une solution de sortie de crise, en tout cas. On se demande également si on n'est pas face à un tournant par rapport à la présence tout simplement américaine dans la région. Dès 2020, Donald Trump avait fragilisé les États-Unis
en capitulant face aux talibans. Enfin, c'était les Américains qui avaient agressé les talibans, mais les talibans avaient résisté au bout de plus d'une décennie face au bombardement américain. Il y a aussi le retrait du même Trump de l'accord du nucléaire iranien de 2018. Je le dis ça parce que le bilan approche pour Trump et forcément on va s'interroger sur l'édifice stratégique américain, il faut le dire, avec cette séquence iranienne qui est sérieusement ébranlée à cause de l'absence claire d'une visée stratégique, y compris de la part de certains analystes américains. Diriez-vous que Trump, que son second mandat, comme le premier avait été entaché par l'épisode afghan, est-ce que le second mandat de Trump aura été écorné par l'épisode iranien ? Il y contribuera en tout cas. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre sujet qu'on a tendance à écarter, je m'excuse de cette expression, c'est aussi le problème de la classe moyenne américaine qui s'appauvrit. Et ça, le président Trump, comme par hasard, il n'en parle pas. J'ai l'impression que notre regard à nous est essentiellement porté sur la politique étrangère des États-Unis. Mais il faut savoir qu'en politique intérieure, cette guerre est particulièrement impopulaire, puisqu'aujourd'hui, vous avez une classe moyenne américaine qui se déclasse, avec des signaux d'alerte qui deviennent de plus en plus préoccupants et qui risqueraient de faire basculer, on va dire, une forme de cohabitation avec les hautes instances que sont le Sénat et le Congrès, avec l'arrivée de démocrates. Mais je vous le rappelle que dans les deux cas, que ce soit les démocrates ou les républicains, les États-Unis en général, dans cette région, ont toujours été en posture d'échec et de contradiction. Et aujourd'hui, bien malin est celui qui pourra nous sortir, on va dire, de cette crise. Et j'ai envie de vous dire ce fameux proverbe régional arabe qui garde son secret est maître de sa route. Et j'ai l'impression que ce proverbe tenace va confronter les Américains. Et cette fois-ci, je ne vais pas parler de moi, mais peut-être pour les 2 prochaines années en tout cas. Justement, États-Unis, Iran, cette guerre se prolonge à différents échelons, puisque en termes de diplomatie, on sait que les deux parties sont diamétralement opposées sur certaines questions, tout simplement. Quel peut envisager compte tenu justement de cette disparité de point de vue entre Téhéran et Washington ? Il y aura la paix, je pense qu'elle se fera entre les acteurs de la région et non pas avec Washington. Je pense qu'il est temps pour Washington de se retirer, très honnêtement, avec si possible les honneurs. C'est parce que les Américains vous diront qu'ils ne perdront jamais la face au Moyen-Orient. Maintenant, il est temps, on va dire, pour Washington, on va dire, de se retirer et d'éviter d'être une source d'immixtion permanente, et c'est-à-dire de faire vivre son économie qui, je le rappelle, depuis 1941, est essentiellement orientée avec un complexe militaro-industriel qui fonctionne à plein. Je pense par là, sans vouloir faire des rappels historiques, il y a eu la guerre froide, il y a eu les guerres, on va dire, avec les guerres du Golfe, et puis ensuite, aujourd'hui, vous avez cette guerre avec l'Iran, mais cette fois-ci, vous avez un pays qui est l'Iran, qui est particulièrement très bien organisé, avec aussi des alliés et qui, derrière l'Iran, est soutenu, et je pense principalement aux BRICS. Et je pense que cela sent le chant du cygne, excusez-moi, pour l'Occident en général et leurs plus hauts représentants que sont les Américains. Dernière question, Manuel Pouchelet. Cette fois, on va s'intéresser un peu plus du côté iranien. L'absence d'un accord est-elle vraiment voulue de la part de Téhéran, c'est-à-dire sans la levée des sanctions? Le statu quo demeure une impasse, voire un échec pour Téhéran, il faut le dire. Après avoir résisté, il serait temps que l'Iran transforme cette résistance en avantage politique, sauf si le statu quo demeure, ce qui serait pratiquement impossible. J'ai l'impression qu'en Iran, en fait, il y a plusieurs négociateurs. Il y a des négociateurs pour ce dossier Hormuz, il y a des négociateurs pour le dossier militaire et les frappes, et il y a des négociateurs pour d'autres dossiers. Et je pense que ce qui se passe actuellement en Iran est très secret, entre guillemets, avec des équipes qui travaillent pour entre guillemets, on va dire, le maintien du régime en place, c'est-à-dire les autorités, et forcément, elles ne se concertent pas forcément, ce qui fait en fait cette permanence, révolution et réversibilité qui également peut être un danger pour ces autorités à Téhéran. Et de toute façon, elles se sentent observées, y compris par leurs alliés, je pense au premier duquel, c'est-à-dire la Chine. Merci beaucoup Manuel Pouchelet d'avoir été des nôtres et d'avoir surtout nourri les échanges. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, analyste des questions internationales et enseignant. Merci encore et je vous dis à bientôt. Merci à vous et à très bientôt. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur M24 News et bonne soirée.